I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Allô? Oui. Le mari de ma... Ok, tu m'as dit, on m'entend maintenant? Oui, j'entends très bien. Dans la vidéo, le président Ali Bongo m'a dit de parler en anglais. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe dans la vidéo? Bien sûr, par rapport à cette déclaration que nous venons d'écouter, cette déclaration vient à la suite donc d'un coup d'État au Gabon. C'était le 30 août, 30 août 2023. Il y a eu une révolution au niveau de la présidence. Cela a créé une confusion. Un petit matin, que la population s'est levée avec un coup d'État qui venait juste suite à la publication du résultat des élections gabonaises. Et donc, c'était la garde présidentielle qui a retenu le président Ali Bongo dans une résidence de manière isolée. Et c'est suite à cela que le président Ali Bongo lançait un cri d'alarme, un cri d'alerte en quelque sorte pour demander à ses partenaires de venir à son secours parce qu'il est arrêté, il est retenu pour des raisons que lui-même il ne connaît pas. Il demande aux gens de faire du bruit pour que ses partenaires viennent le libérer. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, il n'y avait pas eu de tir à balles réelles. C'était une manière simplement de l'écarter parce que les raisons que les poutistes ont données sont énormes. Et voilà, nous allons voir ça de manière progressive. Donc, qui est le responsable de ce coup d'État? Oui, le responsable est également le responsable de la garde présidentielle à la personne du général Oligimi Nguema Brice. C'est lui qui était le commanditaire en quelque sorte de ce putsch. Ok. Donc, quel est il est investi comme président ou qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est évidemment le général Oligimi Brice Nguema qui est élu par ses pairs, ses collègues ou camarades ou frères d'armes, les militaires. Il a été désigné comme le président de transition. Voilà, aujourd'hui, depuis hier, Oligimi Nguema a prêté serment officiellement pour être investi président de transition au Gabon. Et puis, quelle était la réaction des Gabonais par rapport au coup d'État? Oui, la réaction des Gabonais était pour. Il y a des Gabonais qui étaient pour, il y a des Gabonais qui sombrent également dans cette hésitation pour dire que c'est de poudre aux yeux à la personne, par exemple, du
du candidat potentiel qui était vainqueur plus ou moins après Ali Bongo, parce que c'était suite à une élection, comme je disais, monsieur Ondo Ossa. Et donc, Ondo Ossa également était candidat donc, à ces élections. Et il était élu comme celui qui précède Ali Bongo avec une voix de 30 quelques pourcents. Et Ali Bongo était élu au premier tour avec 64 quelques pourcents. Donc, celui-ci, les militants du candidat de l'opposant Ondo Ossa s'étaient soulevés pour réclamer le recomptage de voix, parce que pour eux, c'est Ondoa qui logiquement devrait continuer la transition, parce que c'est lui le gagnant après Ali Bongo. Et Ali Bongo n'a pas gagné les élections. Beaucoup de Gabonais ont qualifié cela comme un coup d'État électoral, parce que depuis 2009, le président Ali Bongo ne fait que faire le coup d'État électoral. Et donc, les Gabonais ont en quelque sorte apprécié le coup de force, mais contrairement à certaines visions, qu'ils accusent la France d'être derrière ce coup d'État, c'est juste une révolution au niveau de la présidence, parce que Oligui Nguema Brice est le cousin germain du président sortant, l'ex-président Ali Bongo. Ah, ok. Donc, vous avez suggéré que la France pourrait être derrière tout ça. Quelle était la réaction de la France par rapport au coup d'État? La France n'a pas totalement, verbalement, la France avait condamné, mais il n'y a pas des actions immédiates contre le Gabon comme le cas du Niger. Parce que quand tu vois les discours varient de personnalité à une autre, sinon Macron à la personne ne s'est pas réellement prononcé sur la situation du Gabon, mais tout de même, le ministère des Affaires étrangères, le QDC avait comment on appelle, condamné effectivement ce coup de force. Mais ce n'est pas comme au Niger où on sent vraiment cette intention des Français pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Donc, contrairement au cas du Niger, le Gabon, quand même, est condamné, mais pas de manière vigoureuse comme celui donc, du Niger. Et aujourd'hui, nous avons des organisations aujourd'hui comme la CAC qui s'est réunie en une session extraordinaire qui condamne et qui suspend donc le Gabon à des instances sous-régionales, toutes des organisations de la CAC. Donc, d'après ce que vous dites, il me paraît que le coup d'État n'est pas, contrairement à celui du Niger, n'est pas populaire. Oui, justement. Bon, le peuple gabonais est en train de soutenir les militaires, hein. Mais il y a certains militants et compatissants du parti de Ono Ossa qui réclament le recomptage des voix pour connaître de manière démocratique celui qui pourrait probablement assurer la transition au Gabon. Donc, il y a des divergences de part et d'autre au sein de la population, mais dans l'ensemble, la population est pour ce changement donc, de la dynastie gabonaise. Quelles étaient les raisons élucidées par ceux qui sont responsables de ce coup d'État? Quelles étaient les raisons? Pourquoi ils ont... Le général Oligui Nguema Brice
a fait d'abord, dans un premier temps, il a réuni ses frères d'armes. Ils ont commencé la transition avec une prière qui demande l'onction, la sagesse du Très-Haut pour les conduire pendant ce moment, parce que pour eux, le moment est venu pour que le Gabonais puisse au moins se sentir chez soi. Et ensuite, il a fait une conférence, une conférence de presse réunissant les diplomates, les hommes religieux et de la société civile pour leur dire que les raisons qui les ont motivés pour effectuer ce coup de force, c'est que il y a un problème, lié donc à la manière ou bien à l'organisation des élections au Gabon. Il a constaté qu'il y a des trucages des élections et que c'est un coup d'État électoral. Et désormais, ceux qui, au Gabon, il y a des gens viennent pour prendre la tête du pays et ils ne veulent pas quitter, comme si le fauteuil là n'est réservé qu'à une seule famille. Et il est temps déjà pour instaurer la vraie démocratie. Celui qui vient pour faire un mandat, s'il a la chance d'être réélu pour le deuxième mandat, c'est tout, il s'en va. Sinon, ils prendront toutes les dispositions pour faire obstacle à ceux qui nourrissent cette intention de s'éterniser au pouvoir. Et voilà les raisons, c'est pour la restauration de l'économie du Gabon, lutter contre le détournement massif de biens publics du Gabon, et surtout contre la corruption. Donc, voilà un peu les raisons qui ont poussé les responsables du putsch aujourd'hui à la tête de la transition du Gabon. Mais je pense que tu avais mentionné qu'il était le cousin du n'est-ce pas? Donc, oui, je pense qu'il a quand même profité de ce régime pour avoir des avantages. D'accord? Je ne crois pas que ces raisons sont vraiment valides. Le fait qu'il faisait partie du système depuis longtemps. N'est-ce pas? Oui, justement, parce que selon le général, il est dans le système, il connaît un peu ce qui se passe dans le système du pouvoir. Et pour lui, c'est un engagement. Il s'est engagé pour mettre fin à ces désordres parce qu'il avait expérimenté ça. Il était d'abord responsable plusieurs fois, surtout dans le domaine militaire au Gabon. Et récemment, il fut donc le responsable de la garde présidentielle sous le régime de Bongo Père. Et ensuite, celui donc de l'ex-président Ali Bongo. Donc, il dit que il avait cette motivation pour changer les choses parce que ce n'est pas de cette manière que les Gabonais doivent continuer. Et voilà, un peu, il doit mettre fin à la dynastie du Gabon et passer à autre chose pour qu'il y ait un peu l'alternance démocratique au Gabon. Donc, je ne vais pas vraiment entretenir la théorie du complot, mais ce qui se passe est vraiment similaire. Ce qui se passe similaire à beaucoup de pays africains, n'est-ce pas? Donc, il me semble que ce scénario est vraiment similaire de ce qui s'est passé, par exemple, au Tchad, au temps des Sénabré, où Idriss Déby a été, n'est-ce pas, a été le service français pour être. C'est vraiment similaire, n'est-ce pas? Moi, j'ai le soupçon que peut-être c'est la France qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? Puisque c'est pas un soulèvement populaire, n'est-ce pas? Contrairement à ce qui se passe au Niger. Donc, c'est vraiment suspicieux de voir qu'un groupe de militaires qui faisait partie du système
et qui prennent le pouvoir. Oui, justement, parce que quand vous observez bien ce qui se passe au Gabon, on a l'impression que il n'y a pas de vives tensions entre les poutistes et la France, qui est un pays colonisateur en quelque sorte. Il n'y a pas de vives tensions parce que pas plus tard, avant-hier, on a aperçu que le Gabon, la France et les poutistes ont reçu en audience l'ambassadeur français qui est venu le saluer. Donc, ça laisse envisager un aspect ou bien un climat en fait d'appui et au soutien donc de ces militaires. Donc, ce qui laisse un peu de doute dans ce qui s'est passé au Gabon. On a l'impression comme si c'était la France qui était derrière ce putsch, et beaucoup croient à cela. Évidemment, il n'y a pas eu un malentendu ou bien une relation qui est complètement déchirée entre le Gabon ou bien les poutistes gabonais en ce moment et la France. Donc voilà, il y a un peu de l'anguille sous roche en quelque sorte. Quelle était la relation du président déchu, Ali Bongo, n'est-ce pas, avec la France? Est-ce qu'il avait des positions un peu, je sais pas, un peu contraires à la diplomatie française ou quelles étaient réellement les relations? La réaction, surtout Non, que particulièrement pour moi, j'ai... Non, je dis les relations entre le président Ali Bongo et puis la France, peut-être. Oui, justement, il y a ce dernier temps, on a assisté à une remarque, hein, parce que on dirait que la relation entre le régime Ali Bongo et la France est un peu tordue, du seul fait que vous constatez pas plus tard, pas beaucoup de temps, Ali Bongo a fait une adhésion au Commonwealth. Vous voyez? Oh, oui, c'est très intéressant. Ah. Voilà, il s'est adhéré au Commonwealth. Vous remarquerez même que dans sa déclaration, lorsqu'il a été retenu dans cette résidence surveillée, il s'exprimait plutôt en anglais. C'est un bon point que tu avais mentionné, puisque moi, je me suis parlé en anglais. Voilà. Voilà, vous vous rendez compte qu'il s'est exprimé beaucoup plus en anglais, mais pas en français. Donc, cela est significatif. Cela est significatif. Ça prouve réellement que, voilà, ça prouve quelque chose, hein, que il n'y a pas une bonne relation entre la France et le régime Ali Bongo. Et Jean Ping, également un opposant de taille gabonais qui a fait son temps à l'époque pour les élections passées, en 2016, ou je ne sais pas, probablement, je n'ai pas bien retenu, mais les élections de 2016, quelque chose, ou 2000 passé là, il y avait celui qui devait être président gabonais, mais il y a un coup d'État électoral, comme je disais, il a été écarté de cette élection. Donc, Jean-Pi également a fait une publication pour dire que, effectivement, si nous remarquons ce qui s'est passé, parce que Ali Bongo, la France avait exigé à Ali Bongo de lui accorder la possibilité d'installer ses bases à partir du Gabon pour attaquer le Niger. Et que le président Ali Bongo n'a pas accepté. C'est pour cette raison que la France dit, bon, mais si tu ne nous autorises pas à attaquer le Niger, on va voir ton cas. Donc, c'était comme ça que ils ont monté ces choses de toutes pièces. Mais si réellement la France n'est pas derrière ce coup d'État, je crois que les Africains veulent prendre leur destin en main parce que nous avons longtemps été marginalisés, nous avons longtemps été sous le joug de l'esclavage et on continue à être. Donc,
il est temps que les Africains puissent se réveiller pour construire chez eux. Hein? Donc moi, particulièrement, j'apprécie ce qui s'est passé au Gabon. Si réellement c'est des Gabonais qui veulent construire chez eux et qu'ils ont initié ce coup d'État pour changer les choses de manière positive, oui, j'encourage. Mais si c'est pour revenir encore dans les mêmes situations que d'avant, moi, je crois que nous sommes en train de tourner en rond, quoi. Oui, puisque d'après des analyses très intéressantes que tu as fait, ça prouve qu'il y a une complexité, n'est-ce pas, de la part de la France, puisque c'est un cas typique. Ce qui se passe en Afrique, c'est un cas typique. C'est toujours la France qui certains, c'est de cette façon qu'il pour régner. C'est un cas typique, n'est-ce pas? Mais c'est les Africains qui sont responsables de ça, puisque les Africains doivent être unis, n'est-ce pas, pour ne pas être manipulés par des puissances, par des pays étrangers, pour leurs intérêts, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose, ce qui se passe au Tchad. D'accord. Je suis convaincu que c'est toujours la France, puisque c'est pas, on ne voit pas la manifestation populaire, n'est-ce pas? Donc, c'est un cas vraiment typique en Afrique. On va continuer sur un autre thème, il s'agit du Niger. Donc, est-ce que tu peux nous parler du Niger un peu? Attends une seconde, là, je vais montrer une vidéo que tu as en... Oui, le cas de Niger également est vraiment un cas à ne pas tarder pour le commentaire, parce que vous convenez avec moi que le Niger vit longtemps, depuis presque 1 mois et quelques jours d'un coup d'État qui fait vraiment couler d'encre que de salive. Justement, le Nigérien de ma... Et là, je crois que j'ai le meilleur image de la manifestation. Vous voyez bien. Donc, on voit ici des manifestations. C'est ça. Alors là, ça c'est la direction qui va vers la police de Tours, vers Kangadé. Vous voyez bien ce qu'il y a comme mobilisation. Alors là, c'est jusqu'à perte de vue. Ça, c'est la direction du rond-point 6e. Nous sommes dans le rond-point de la résistance. Ok, vas-y. Voilà, donc comme vous constatez, les Nigériens sont unanimes pour le départ des militaires français. Justement, depuis vendredi, ça fait 3-4 jours aujourd'hui, les Nigérians sont sortis encerclant la base française pour réclamer le départ de l'ambassadeur avec les militaires français. Et depuis un certain temps, les poutistes, les responsables de la transition nigérienne ont dénoncé les accords français à l'égard donc du Niger et demandent le départ de l'ambassadeur de français au Niger. Et Macron a fait une sortie médiatique pour en quelque sorte demeurer ferme dans sa position, sur sa position de maintien de l'ambassadeur, parce que pour le président français, c'est que ces poutistes ne sont pas des autorités légitimes, et l'ambassadeur a été accrédité auprès de l'État nigérien, hein, avec les autorités légitimes, donc naturellement fait allusion au président Bazoum déchu. Et donc pour Macron, il n'est pas question de faire partir l'ambassadeur français au Niger. Voilà un peu ce qui crée des situations ici au Niger. Les Nigériens disent que non, c'est le peuple nigérien qui est debout en ce moment. Comme vous voyez, ils sont sortis des milliers
pour entourer la base française et de réclamer donc le départ des militaires et l'ambassadeur en même temps. Les gens, chaque jour, forcent même les barres ou bien les barrières qui ont été, les barres de fer qui ont été déposées pour tout autour de la base. Le peuple force cela pour entrer et prendre l'ambassadeur. Vous voyez, c'est un peu grave. La tension était vive depuis 3 à 4 jours. Aujourd'hui, maintenant, c'était hier que le Premier ministre de transition, M. Lamine Zen, qui vient d'être nommé, a fait une conférence de presse pour dire aux Nigériens de ne pas s'inquiéter parce qu'il y a des pourparlers en cours avec l'État français pour que dans un plus rapide délai, que l'ambassadeur quitte le territoire. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, depuis hier, lundi, aujourd'hui, voilà, la tension s'est un peu calmée. Le peuple nigérien espère que les pourparlers aboutiront bien et que l'ambassadeur avec les militaires quitteront le territoire nigérien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la France n'est pas vraiment d'accord, n'est pas vraiment prête pour que son ambassadeur quitte le Niger avec la base française au Niger. Donc voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Nous attendons voir la suite de leurs négociations. Oui, tu vois, c'est la logique française, n'est-ce pas? C'est toujours avec le rapport de force, puisque ici au Niger, on voit clairement que les Nigériens, le peuple nigérien, demandent, n'est-ce pas, l'expulsion de l'ambassade française, mais la France insiste pour dire que le régime n'est pas légitime. Mais alors que les peuples nigériens ne veulent pas la présence militaire française. Oui. Ouais. Je ne sais pas, leur politique est vraiment, c'est toujours avec les rapports de force. Ça veut dire, au lieu de passer par la diplomatie, n'est-ce pas? Et puis avoir des relations normales avec comme d'autres pays, n'est-ce pas? Mais ils ont toujours tendance à imposer leur vision, n'est-ce pas, aux Africains. Pour cette raison que vous avez des bases militaires. Ces bases militaires sont là, c'est pour protéger les intérêts français, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour protéger les Africains. Il faut être clair là-dessus, d'accord? Donc, ils ont un prétexte, donc ils parlent du terrorisme. C'est-à-dire qu'il il faut toujours avoir un prétexte, n'est-ce pas, pour avoir une base militaire. Mais c'est ce qui se passe maintenant au Tchad, au Niger. Donc, c'est toujours d'avoir une présence militaire pour protéger les intérêts français. Exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment étrange qu'ils n'arrivent pas à élaborer une politique beaucoup plus normale, n'est-ce pas? Une politique comme d'autres pays, n'est-ce pas? Mais ils veulent toujours s'imposer avec leur présence militaire. C'est le même cas, puisque si vous prenez le cas du Tchad, ça veut dire que vous avez des rébellions, n'est-ce pas? Des rébellions au nord, et vous avez un système qui est au pouvoir, un système qui n'est pas démocratique, d'accord? Qui est venu au pouvoir par la force. Et puis la France soutient ces systèmes. Mais alors que la majorité de la population ne sont pas en faveur de ces systèmes, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la France, quand un régime soutient, quand la France soutient un régime, il semble que ce régime soit un régime dictatorial, et soit un régime qui n'est pas populaire avec la population. Ça veut dire que c'est difficile de trouver un régime où le régime est populaire, n'est-ce pas, avec la population,
Et en même temps, le régime a de bonnes relations avec la France. Vous voyez? Oui. Donc, toujours, vous avez les contrastes où le régime qui est en place, qui est dictatorial, qui est vraiment farouche envers ses populations et qui a le soutien de la France. Ouais. Et c'est très difficile de trouver un régime qui est favorable pour la population et puis en même temps a le soutien de la France. Donc, la politique française doit changer de manière exponentielle. Sinon, ils vont avoir des conséquences graves. Vraiment, sincèrement, je crois que la France est avertie par rapport à ce qui se passe en Afrique. Comme tu venais de dire, c'est que la France a toujours cette politique de coup de force. Elle veut maintenir, garantir ses intérêts avec une force, alors qu'elle doit oublier que nous ne sommes plus à l'ère coloniale où on doit militariser tout. Beaucoup, les panafricains sont à pied d'œuvre pour instaurer la vraie démocratie en Afrique, la démocratie où eux, ils font semblant de vivre chez eux. Les Africains également veulent vivre cette démocratie réelle en Afrique. Et jusqu'à là, je crois que la France n'a pas compris et elle persiste, elle insiste sur sa position de force, choisir les hommes qui sont favorables pour ses intérêts. Et là, c'est dangereux parce que ça nous avantage pas. Logiquement, on doit prendre des gens qui sont populaires, que la population aime. On doit préserver d'abord l'intérêt du peuple et ensuite voir ce qui se fait pour que les Africains puissent apprécier cette politique de partenariat. Mais loin de là, les Africains ont compris déjà que la France n'a aucun souci relatif à l'intérêt du peuple. Elle ne vise que son intérêt. Vous voyez ce qui se passe au Niger, relate déjà les vraies faces de la France cachées en Afrique. Pour un problème d'intérêt, ils sont prêts à tuer même tous les Africains, voilà, pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, vous voyez, c'est dangereux et ça se passe également en Afrique centrale, précisément ici, le cas du Tchad. On a massacré combien de Tchadiens à cause de l'intérêt de France. Et voilà, franchement, il est temps que les Africains se réveillent par rapport à ce qui se passe. Oui, puisque mais les Africains, si vous parlez des Africains, on doit être conscient de la manipulation, n'est-ce pas, extérieure. Ouais. Puisque on peut blâmer la France, mais toujours est-il que c'est nous qui sommes responsables. Oui, justement. Donc, il crée la division entre les Tchadiens, par exemple. Donc, la division, vous voyez les divisions qu'on a. Ça veut dire que ça bénéficie la France, puisque quand on n'est pas unis, d'accord, c'est très facile qu'un agent extérieur puisse venir sur nous, n'est-ce pas? Donc, je vais vous donner un exemple précis. Si vous prenez le cas du Tchad, n'est-ce pas? Pendant le régime de Hissène Habré, Hissène Habré n'était pas favorable aux injections françaises, n'est-ce pas? Donc, il est panafricain. Et puis, il avait une vision pour le Tchad. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé la division, n'est-ce pas, entre les Tchadiens, d'accord? Et puis, ils ont approché Idriss Déby, qui était vraiment un proche de Hissène Habré. Et ils étaient des héros pendant la guerre contre la Libye, n'est-ce pas? Donc, imaginez, il y a des gens qui ont combattu le régime libyen qui a annexé le Tchad. D'accord? Donc, ce sont des héros, mais après la France est venue pour diviser. Vous voyez? Ils ont donné des armes, ils ont aidé Idriss Déby et ils ont combattu. Les Tchadiens se sont
entretués eux-mêmes. Mais aux intérêts de qui? C'est aux intérêts de la France. Ouais. Nous devrions nous unir, nous devrions commencer à être conscients de cette manipulation extérieure. D'accord? Pour cette raison que j'ai dit, souvent, il faudrait d'abord qu'on arrive à s'unir d'abord, et puis on peut parler de la forme du système, on peut discuter de tous les sujets possibles. Mais quand on n'est pas unis, on est toujours manipulé. Par exemple, vous prenez le cas des FARC, d'accord, des rebelles qui sont là. Par exemple, le président actuel, le président de transition, s'il n'est pas favorable, d'accord, il n'est pas favorable à la France d'une manière ou d'une autre, vous voyez ce qui va se passer? Les rebelles pourraient venir. Ouais. Donc, c'est toujours ce jeu-là, ce jeu dangereux qui se passe. Oui. Donc, c'est un avantage pour eux. Les rebelles, comme dit en anglais, leverage. D'accord? C'est un avantage, un point d'avantage, c'est un cas pour eux. OK, vous voyez, si vous ne respectez pas, si vous n'êtes pas en faveur de nos injections, donc on ne va pas vous aider si les rebelles vont venir prendre les pouvoirs. Ouais. C'est toujours la même tactique. Donc, que les Africains prennent conscience, il faudrait qu'on arrive à nous unir au lieu de tuer. D'accord? Pour dire que vous êtes du Sud, vous êtes du Nord, vous êtes de telle religion. Ce sont des divisions qui ne vont pas vraiment aider les Tchad ou aider les pays africains à avancer. Franchement. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il faudrait que les Africains arrivent à créer les sentiments de fraternité entre eux. C'est ce qui manque maintenant. Par exemple, ceux qui sont au pouvoir envers leurs concitoyens, d'accord? Et ils sont beaucoup plus soumis aux ennemis de leur pays. C'est-à-dire qu'ils sont farouches contre les citoyens, les propres citoyens, les confrères, mais ils sont prêts à être soumis par des puissances extérieures, surtout par des Blancs. Donc, il faudrait qu'on change la mentalité, d'accord? C'est très, très important. Donc, le cas du Tchad est un exemple. Oui, les chances à travers la religion, les ethnies. Donc, au lieu de cultiver la différence, au lieu de respecter ces différences, ceux qui sont ignorants, ils sont là comment on appelle, à toujours haïr leurs propres frères. D'accord? C'est-à-dire un État doit avoir plusieurs ethnies, n'est-ce pas? Un État doit avoir des gens qui sont de différentes sources, n'est-ce pas? Et puis, cet État doit maintenir les lois. Et tout le monde pourront bénéficier de ces lois de manière égale. C'est ça la fonction de l'État. C'est ça. Donc, si vous avez des choses à dire, tu peux continuer, sinon on va conclure. Voilà, avant de conclure, ce que je voudrais dire, c'est simplement pour revenir à tout ce que vous avez dit, vous avez déjà
presque tout dit. Donc, pour ne pas aller loin, moi, j'appelle à la conscience de tous les Africains hein, de s'unir, hein, de se mobiliser pour dégager de la France qui nous fait souffrir depuis des siècles et des siècles. En réalité, nous ne sommes pas une ère où il faut encore demeurer dans ce système d'esclavagisme en quelque sorte. Nous avons la liberté, la démocratie nous donne l'occasion de voter, d'élire les présidents que nous voulons pour la construction de nos États. Donc nous, les Africains, devons nous mobiliser pour faire face à l'ennemi qui cherche à nous imposer des choses inadmissibles pour nous maintenir dans cette misère. Et là, je crois que les Africains sont en train de prendre ce chemin-là. Et si la France persiste dans sa position de maintenir les gens dans cette vie, je crois qu'il serait inadmissible hein, d'accepter. Parce que nous n'avons que des relations, de partenariats égales. Donc, nous, si la France désire hein, être notre partenaire crédible, il faut qu'elle revoie sa politique vis-à-vis des Africains. Parce que nous avons su que sa politique n'est pas favorable pour les Africains et ça nous maintient dans cette position de recul. Et là, il faut que ça s'arrête ainsi. Voilà ce que je voudrais dire pour le mot de fin. Merci. Merci beaucoup. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. 30 années de guerre dans la misère, tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. 30 années de guerre dans la misère, tu cherches en vain un homme qui te libère. Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans